Allez, cette question à présent, le financement du programme d'Emmanuel Macron est-il crédible ou pas? Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, donc journaliste au Point. Quand le candidat Macron nous parle, nous promet de réduire ce déficit public sous les 3% en 2027, est-ce qu'on est en droit d'être un petit peu dubitatif? Disons qu'on se rend compte que c'est un programme post quoi qu'il en coûte, hein. Il n'est plus du tout question de serrer la vis, de réduire le déficit à marche forcée. En fait, Emmanuel Macron compte un petit peu sur la croissance et sur les mesures qu'il considère évidemment bonnes de son programme pour stimuler cette croissance et donc revenir un petit peu sans trop d'efforts à 3% de déficit, hein. Grosso modo, il y a 50 milliards de nouvelles dépenses et de baisse d'impôts. Et puis de l'autre côté, il y a 50 milliards qui sont censés équilibrer le tout. Quand on fait 50 moins 50, ça fait 0. Et donc, normalement, la réduction du déficit, Ah oui, ce qu'on appelle un peu structurelle, elle est pas flagrante, elle est à 0. Alors après, ne pas serrer trop vite, ne pas redescendre trop vite le déficit, hein, c'est une des leçons qu'on a tirées de la crise financière de 2008, hein, quand François Hollande avait essayé d'ajuster les finances publiques trop vite, surtout par les hausses d'impôts. Et ça avait donné des résultats qui n'étaient pas très bons. Finalement, toute l'Europe a tiré des conséquences de ça. Mais c'est vrai que là, on se dit, vraiment, on est passé à une autre phase et c'est un programme qui vraiment mise sur la croissance. Et si cette croissance n'est pas au rendez-vous, on risque de se retrouver avec une augmentation du déficit et donc de la dette par la suite. Donc c'est tout sauf un programme de rigueur, ça il faut le dire quand même, je veux dire, voilà, c'est pas un programme de rigueur. Je retiens quoi? Je retiens que la réduction du déficit passe par une envie, une estimation, une prévision de croissance élevée, enfin plus élevée, suffisante en tout cas pour faire réduire le déficit. En 2027, le candidat estime que la croissance potentielle de la France, c'est un terme un peu technique, mais c'est pour dire que la croissance que la France est capable de dégager en dehors des fluctuations liées à la conjoncture, c'est un peu le rythme de croisière de croissance française, elle sera de 1,8%, alors que les dernières estimations de Bercy, c'était autour de 1,3, 1,4. Donc, c'est une hypothèse très optimiste sur la qualité de ces réformes. Emmanuel Macron promet de faire baisser le chômage à 5%. Donc ça veut dire qu'on reviendrait à un chômage structurel autour de 5%. Et donc ça veut dire une baisse du chômage quand même assez durable et assez forte. Un niveau qu'on n'a pas atteint depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, cette hypothèse-là, elle peut évidemment être contestée, même s'il y a des mesures qui sont prévues dans le programme pour essayer de parvenir à cet objectif. Après, on peut se dire que les leçons, vous l'avez dit, Marc, les leçons des erreurs de politique économique de 2010, de sortie de crise financière, ont été retenues, puisqu'à l'époque, on avait, parce qu'il fallait le faire, nos voisins européens nous demandaient de respecter les règles, réduire, d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy comme sous François Hollande, les déficits. Là, manifestement, il ne faut pas aller trop vite. On est en droit de dire que ce n'est pas une mauvaise idée de retenir les leçons du passé. Oui, mais s'il y a un accident de croissance, s'il y a une nouvelle crise, ce programme a été élaboré juste avant ou pendant le début de la guerre en Ukraine. Et donc, on voit bien que tout le temps miser sur la croissance, ça donne au final une dette qui n'arrête pas d'augmenter. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à peu près tous les présidents, tous les candidats qui ont voilà. Et donc, de tout temps, je veux dire, au-delà de la campagne. Oui, bien sûr. Et donc, il peut y avoir un accident. Et donc, ce n'est pas une politique. Si on considère que les taux d'intérêt auxquels les États empruntent vont remonter, puisque les banques centrales sont un peu obligées de débrancher leur perfusion monétaire face au retour de l'inflation, il y a quand même un risque que si les résultats ne sont pas au rendez-vous, la dette continue d'augmenter. Et alors, on ne sait pas à partir de quel niveau la dette pose problème. C'est-à-dire que tout est une question de confiance des investisseurs, mais on sait que la France place beaucoup sa dette à l'étranger. Ce n'est pas les Français qui achètent l'essentiel de la dette, enfin, en tout cas, pas tout. Et donc, comme au Japon, par exemple, et donc, il va bien falloir placer la dette française. Et donc, il faut maintenir la confiance des investisseurs étrangers dans la dette française. Et le gouverneur de la Banque de France, par exemple, dit souvent, si on considère qu'on ne veut plus augmenter les impôts parce qu'on considère que dans notre pays, il y a trop de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, eh bien, il faut jouer un peu sur les dépenses. Et c'est là que le volet programme d'Emmanuel Macron sur la réduction des dépenses, on se dit comment il va faire. On voit bien que là, il a annoncé que le point d'indice des fonctionnaires qui commande la rémunération des fonctionnaires serait dégelé, ce qui est tout à fait justifiable. 5 ans de gel du point d'indice. Oui. Et ce qui est tout à fait justifiable parce qu'il y a un retour de l'inflation et donc les fonctionnaires ne pouvaient pas être les seuls à perdre massivement du pouvoir d'achat puisque les entreprises privées se remettent à augmenter les salaires, que les prestations sociales sont pour une certaine partie indexées sur l'inflation.
On perd un levier qui a permis de 2017 à 2019, en gros, jusqu'à la crise des Gilets jaunes, pour faire simple, qui avait permis de maintenir à peu près, de contenir un petit peu la progression des dépenses de l'État. Et donc là, on se dit comment ils vont faire. Alors il y a des recettes qui sont citées. On va demander aux collectivités locales de poursuivre leur effort. On va leur demander 10 milliards d'économies par rapport à la progression naturelle des dépenses. Donc ça veut dire qu'on va leur dire, l'État va écrire un contrat avec chacune d'entre elles et va dire, voilà, chaque année, vous ne pourrez pas augmenter vos dépenses de fonctionnement de plus de temps. Donc ça, c'est quand même un effort demandé aux élus. On sait qu'Emmanuel Macron a eu beaucoup de mal avec les élus locaux pendant son premier mandat. Ce sont les fameux 10 milliards d'euros d'économies, c'est ça? Oui, ça, c'est 10 milliards d'économies. C'est quand même énorme. Enfin, est-ce que c'est arrivé, mais par exemple, François Hollande, il est arrivé à le faire, mais lui, il disait, on va baisser la dotation globale de fonctionnement que l'État verse aux collectivités locales, et donc, si vous avez moins de recettes, vous allez serrer vos dépenses. Donc là, Emmanuel Macron, il le fait de façon plus soft, mais c'est déjà un objectif ambitieux. Et puis, il va falloir faire pareil sur l'État, 10 milliards aussi, donc ça veut dire trouver des leviers d'économie. Donc quand on affiche zéro réduction de fonctionnaires, alors que la masse salariale de l'État, c'est un tiers des dépenses de l'État. C'est là où je me demandais comment on arrivait à 10 milliards d'euros. C'est ça qui va être compliqué. Donc on dit on va construire un État plus efficace, on va tailler dans les dépenses de fonctionnement qui ne sont pas forcément essentielles, etc. Tout ça, c'est très bien sur le papier, mais encore faudrait-il nous dire comment on va y parvenir. Et ça, on ne le sait pas. Sachant qu'il n'y a plus ce levier du gel du point d'indice des fonctionnaires, et ça va être compliqué. Pareil, sur les 15 autres milliards doivent venir de réformes qui sont des réformes de modernisation. Non, des réformes de modernisation. Moi, je ne comprends pas ce qu'il y a derrière et comment on arrive à 15 milliards. Par exemple, une e-carte vitale, des e-prescriptions chez le médecin pour éviter qu'il y ait une surprescription médicale, ce genre de mesures. On peut être sceptique sur un tel montant d'économie en si peu de temps avec ces réformes-là. Alors évidemment, un programme, ça reste des grandes lignes qui parlent au grand public et donc il faudra documenter les choses. À Bercy, on dit, pour ceux qui ont été impliqués dans la construction de ce programme, ils disent, on a des dépenses qui dérivent automatiquement de 1,5 à 2% par an parce qu'il y a le vieillissement de la population, qu'il faut verser plus d'aide aux gens qui vieillissent, prendre en charge leurs frais de santé, etc. Et nous, on veut contenir ces dépenses, l'ensemble des dépenses publiques, à une augmentation de 0,8% par an. Et donc cet effort-là, c'est quand même un effort assez important et on se demande comment il va être réalisé, d'autant qu'Emmanuel Macron promet beaucoup de nouvelles dépenses. On rappelle en tout qu'il y a 35 milliards d'euros de dépenses nouvelles sur le quinquennat, éducation, transition énergétique, santé, autonomie et 15 milliards d'euros, on le rappelle, de baisse d'impôts, pour moitié pour les entreprises, pour moitié pour les particuliers. Alors c'est une façon évidemment de présenter son projet de façon qui soit séduisante pour les électeurs, puisque comme je disais, en fait, l'ensemble des dépenses publiques, on va plutôt ralentir leur progression. Donc ces 35 milliards, en fait, c'est une façon de sanctuariser certains postes de dépenses en disant, voyez, ces dépenses-là, je vais les faire progresser. Et donc, j'ai prévu 6 milliards d'euros pour augmenter les profs, parce que je veux leur proposer un nouveau contrat, s'ils suivent mieux les élèves, en gros, de façon individualisée, je leur propose un nouveau contrat, ils seront mieux payés. Bon, c'est vrai que c'était important, on voit bien que le salaire des profs a été dévalorisé au cours du temps, et donc il faut sans doute le revaloriser. Il y a 6 milliards sur l'éducation, parce que le projet d'Emmanuel Macron, c'est lutter contre les inégalités à la racine et donc il faut améliorer les performances du système scolaire, donc on va investir 6 milliards d'euros. Mais donc si on investit plus que dans le précédent quinquennat sur tous ces sujets, où est-ce qu'on va tailler? D'autant qu'il y a de plus en plus de lois de programmation qui, pendant ce quinquennat, ont prévu une augmentation des moyens sur tout un tas de politiques publiques dont on pouvait penser qu'il y avait besoin de ces moyens, mais dans ces cas-là, si on respecte ces trajectoires dans la défense, dans la recherche à la fin du quinquennat, il a annoncé une loi qui va augmenter considérablement les moyens pour la recherche, même si ça ne se voit pas encore beaucoup. Pour la sécurité, là, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, vient d'annoncer une loi qui va permettre d'augmenter les rémunérations des policiers. Il y a une réforme du temps de travail de la police qui est prévue là-dedans, mais enfin bon, il va falloir effectivement que ces réformes qu'on détaille leur contenu et qu'on comprenne comment elles peuvent générer des économies. Par exemple, sur les minima sociaux, Emmanuel Macron dit certes, je veux conditionner le RSA à une insertion, à un engagement de suivre un parcours de formation, etc. Tout le monde a retenu ça, mais il dit aussi, je veux verser
le RSA à tous ceux qui ont droit. Il y a 30% de non-recours, donc potentiellement c'est une augmentation à terme de 30% du recours au RSA, ce qui est justifié, puisque si on donne des règles, ça se chiffre en milliards. Et c'est tout à fait justifié, mais n'empêche que ça va faire des dépenses supplémentaires. Sur ces 50 milliards d'euros de nouvelles dépenses au global, entre baisse d'impôts et nouvelles dépenses, tout ça est financé, si on regarde vraiment ce qui est à peu près crédible, il y a la réforme des retraites, c'est là pour le coup. Alors la réforme des retraites, voilà, c'est un levier très efficace, ça, 9 milliards, ça, 9. Très efficace, et on voit que, d'ailleurs, le programme d'Emmanuel Macron, sur l'aspect budgétaire, on aurait pu penser qu'il aurait pu être plus rigoureux, mais en tout cas, c'est un des candidats qui affiche un objectif d'économie sur ce poste-là, qui est la mesure la plus efficace pour générer des économies. En gros, il fait un choix dans la dépense publique, il constate qu'en France, on dépense plus en pourcentage du PIB sur les retraites que dans des tas d'autres pays européens, qu'on passe moins de temps au travail que dans des tas d'autres pays européens, qu'on prend sa retraite plus tôt, et donc il dit c'est pas soutenable finalement de dépenser autant pour les retraites dans notre pays, on veut investir dans la transition énergétique, on veut mettre 10 milliards pour isoler les bâtiments, notamment. Et donc, il faut trouver des économies ailleurs. Donc ça, pour le coup, ça fonctionne. Et c'est un des candidats qui assume ce point-là. Il y a d'autres candidats, visiblement, la dette et le déficit, c'est pas trop leur problème. Ou alors, à droite, ils disent on va financer en s'en prenant aux étrangers, en disant qu'on va expulser les étrangers, qu'il n'y aura plus d'immigration, etc. Et on affiche des mesures d'économie sur ce plan-là qui sont énormes, alors que ce n'est pas du tout assuré. Et puis, il y a plein d'obstacles juridiques, il y a plein d'obstacles... il y a tout un tas d'obstacles dans la mise en œuvre et les chiffres ne sont pas vraiment certains. Donc, sur ce plan-là, Emmanuel Macron, il assume, comme Valérie Pécresse d'ailleurs, une réforme des retraites qui permettra de baisser les dépenses de retraite et de faire entrer des cotisations plus longtemps. Il assume de faire augmenter en fait le volume de travail qui est fourni par l'économie française. Et l'économie, c'est de l'énergie, du travail et des machines. Et donc, si on travaille plus longtemps, forcément, on arrive à générer plus de richesses. 9 milliards sur 50, le compte n'y est pas évidemment, mais après, il y a d'autres économies, et celles qui sont vraiment bien documentées. Il y a la réforme de l'assurance chômage, le fait de faire varier les allocations en fonction du taux de chômage. Oui. Alors là-dessus, il promet 6 milliards pour financer ces dépenses nouvelles. Il faudra quand même qu'il précise si on adapte à la conjoncture économique les règles d'assurance chômage qu'il l'indique, ça voudra dire que forcément, si la conjoncture économique va mieux, il faut encore donner un tour de vis sur les règles d'assurance chômage. Et ça, on ne sait pas quel sera le nouveau tour de vis. On voit bien que la précédente réforme d'assurance chômage, qui vient tout juste d'entrer en vigueur, a suscité beaucoup d'opposition. Donc là, ça veut dire qu'on va encore dire à certains, vous allez être moins bien indemnisés. Alors les économistes en général pensent que c'est vertueux quand le marché du travail va bien, qu'il est plus facile de trouver un emploi. C'est normal qu'on vous donne un peu plus de pression pour retrouver un emploi un peu plus vite. Et à l'inverse, quand la conjoncture se dégradera, ces règles seront ajustées et revues à la hausse pour mieux indemniser les gens, pour mieux les protéger contre le chômage. Marc, au final, il y a peu de chance, mais en même temps, ce n'est pas le sujet de cette campagne, que le déficit public passe sous les 3% avec ce programme-là. Au final, parce qu'on se dit que le reste des économies sur les 50 milliards... Si la croissance est au rendez-vous, qu'il n'y a pas de crise majeure, ça peut passer, et pourquoi pas. Et voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne se donne pas forcément de marge de manœuvre si jamais on se retrouve avec une autre crise dans les 10 ans qui viennent. Il faudra voir si les économies promises sont crédibles, et il y a des gens qui disent il faudrait mieux quand même, si c'est des économies un petit peu compliquées à faire passer pour les gens, il vaut mieux les annoncer avant, parce que sinon, après, elles seront plus dures à mettre en œuvre, parce qu'on ne peut pas juste dire oui, on va demander aux médecins de faire de la prescription et c'est super, on va avoir plein d'économies. Il y a quand même les économies, c'est quand même parfois douloureux, donc on peut améliorer l'efficacité de la dépense publique, mais il y a, par exemple sur la santé, il y a des pistes d'économie comme le bouclier, c'est-à-dire que le bouclier sanitaire, c'est-à-dire qu'au bout on vous demande d'assumer une partie de vos dépenses de santé jusqu'à un certain montant par an, et puis après c'est la Sécu qui prend en charge. On peut considérer qu'il y a des gens qui gagnent bien leur vie, qui pourraient être un tout petit peu moins remboursés sur leurs dépenses de santé. Et au contraire, on protégerait ceux qui ont des grosses dépenses de santé à la fin de l'année. Il y a des gens qui ont un reste à charge encore élevé en France, dans des situations particulières, quand ils ont une grosse hospitalisation, quand ils n'ont pas de complémentaires santé qui sont très très bonnes, etc. Il y a un gros reste à charge et ça, on pourrait mieux le prendre en charge. Donc avoir une politique plus juste et en même temps demander à une partie de la population de faire plus d'efforts parce qu'ils ont les moyens finalement de payer un peu plus directement leurs frais de santé. Bon, avant de se quitter, Marc, on voit la couverture cette semaine du Point qui sort aujourd'hui. Sait-on encore se défendre, évidemment? C'est dans l'actualité.
Oui, tout à fait. Et puis alors on a un comparatif des programmes des candidats à la présidentielle pour rester sur ce thème, Ouais. où on passe en revue un petit peu quelles sont les propositions, quelles sont les mesures qui permettent de financer tous les cadeaux fiscaux. Alors les cadeaux fiscaux c'est surtout à droite et puis les hausses de dépenses c'est surtout à gauche, Ouais. pour faire très simple. Une surprise. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que cette campagne présidentielle, il ne faut surtout pas brusquer les Français, il faut leur dire vous inquiétez pas, vous aurez toutes les mesures qui font plaisir, mais vous n'aurez pas aucune mesure qui feront mal. Les mesures qui feront mal, au surplus, ce sera pour les étrangers qu'on expulsera. Et donc, on peut vouloir avoir une politique d'immigration différente, etc. Ce n'est pas le problème, mais faire croire aux Français qu'on va financer tout un programme avec des baisses d'impôts à n'en plus finir ou des hausses de dépenses à n'en plus finir avec ce genre de mesures, c'est un peu faire prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, on aura compris en tout cas à lire tranquillement ce week-end dans le magazine Le Point. Merci Marc. Merci Salut. David.